Avec cet épisode neigeux intense, il y avait deux solutions pour nous. Prendre sa douche sur le parking du Walmart. Dans une vidéo précédente, on vous avait présenté les parcs américains qu'on avait explorés pendant un mois. On a partagé cette aventure d'une vie en famille et c'est grâce à notre compagnon de route, Roméo, qu'on a pu faire ce voyage vraiment exceptionnel. On va vous expliquer dans cette nouvelle vidéo comment ce road trip a été réussi. On va aussi vous parler de la gestion de l'eau, de l'électricité, de la nourriture, des déchets et des tours de conduite. Oupsie. Allez, c'est parti. Quand on a eu le camping-car, on est rentré dedans, c'était toute une excitation. Les enfants, ils sont montés sur le bunk bed, nous on a eu le grand lit. On a tout de suite eu nos places, on a défini un peu nos espaces, qu'il a fallu acheter tout en fait. Donc des draps, des couettes, des oreillers, des couverts, des planches à découper, des verres, tout, des casseroles, des poêles, un minimum. Florian a même décidé d'acheter une cafetière. On a loué ce camping-car pendant 30 jours et les kits étaient loués à la journée. Et du coup, ça revenait à louer un kit, des draps, des serviettes, quelques couverts pour 350 $ américains. Donc là, on s'est dit non, on va pas faire ça. On va acheter, même si on va prendre quelques heures pour trouver vraiment tout ce dont on avait besoin. On va acheter et puis à la fin de notre séjour, on va pouvoir le donner à Saint-Vincent-de-Paul, une charité qu'on trouvera à la fin de notre séjour. Et c'est ce qu'on a fait et on est très content d'avoir fait ce choix-là. Au point de vue timing, on n'avait pas le temps d'aller faire tous les thrift stores et tout du coin pour trouver tant de couteaux, tant de verres, des draps. On a vraiment là choisi la simplicité, supermarché, où on a tout acheté. Avec la nourriture, on était plus en mode survie, camping, plutôt qu'en mode grande gastronomie. Tout simplement parce que chaque jour, on faisait beaucoup de voyages, on faisait beaucoup de randonnées, donc à la fin, on n'avait pas forcément la force ni l'envie. Et ensuite, parce qu'on ne voulait vraiment rien jeter. On voulait vraiment s'assurer qu'en faisant des courses tous les 2-3 jours, on subsistait à nos besoins pour 2-3 jours. Le matin, c'était plutôt des céréales avec du lait. Les choses fraîches qu'on pouvait manger, c'était plutôt des fruits. On a privilégié forcément la nourriture dans le camping-car parce qu'on était quand même bien équipés. Mais on se faisait des petits restaurants de temps en temps, peut-être 5-6 restaurants. Je m'en souviens pas, pour être honnête. On a eu une chance incroyable, les enfants ne se sont jamais plaints, ils n'ont jamais été difficiles, c'est pas forcément tous les jours le cas, mais en tout cas pendant ce voyage, les enfants n'étaient pas difficiles. Ils mangeaient ce qu'on leur donnait, donc céréales, des fruits, des compotes, des choses faciles à manger. On n'était pas dans le sucre, hein, on était vraiment dans des choses assez saines. Le 110 volts était alimenté par une espèce de générateur lié à la batterie de la voiture. Donc il fallait faire attention à ne pas trop l'utiliser. Ça nous permettait de brancher par exemple la machine à café, comme je vous ai dit, l'ordinateur aussi pour pouvoir continuer à mettre les vidéos en ligne, faire des montages. Le frigo était allumé continuellement, plutôt que de perdre de l'énergie. Il me semble que j'avais lu, et vous me direz ça dans les commentaires, mais que remplir un congélateur consomme moins d'énergie que quand il est vide. Au niveau des déchets, on a dû aussi baisser un peu nos attentes et puis ce qu'on pouvait faire par rapport au recyclage, au zéro déchet et tout. Donc forcément, quand on mange beaucoup de canettes, on va dire, on choisit plutôt le verre ou des choses comme ça. Donc on continue à faire attention. Les deux petits compartiments du milieu, on les utilisait pour les déchets, parce qu'on avait quelques déchets et surtout parce qu'on ne voyait pas des poubelles à chaque coin de rue ou à chaque coin de désert, j'ai envie de dire, et encore moins du tri sélectif. C'est quelque chose qu'on a du mal à trouver aux États-Unis quand on n'est pas un foyer classique qui sort ses poubelles. Aux États-Unis, on a commencé par de la chaleur et puis au fur et à mesure, ça s'est un peu refroidi. Donc ça, c'était toute une organisation et une logistique. Alors quand on parle de bagages, il y en a beaucoup. Et on parle de ça. Ça, ce truc-là, on porte Mathis dedans parfois, ici il y a un siège auto, on avait 2 fois plus avant. Là, il y a un sac à dos et les enfants, faut pas oublier les enfants. Logistique laverie, on essayait d'y aller tous les 2 jours, je dirais 2-3 jours maximum.
Et donc là, on en profitait, on faisait un stop dans une laverie, on regardait sur Google les laveries qui étaient à proximité. Et bon, bah, on y allait, on faisait notre linge. Les enfants, en attendant, bah, ils faisaient beaucoup d'école à la maison à ce moment-là, parce qu'il y avait l'attente du lavage et l'attente du séchage. Donc ça prenait au moins, je dirais, 2 heures. Il fallait les occuper. Souvent, les laveries sont à côté quand même aussi de commerce. Donc on en profitait pour faire les courses, qui est faisable si on est un petit peu organisé et qu'on n'est pas dans le rush de on n'a plus de vêtements, on n'a plus de culottes. Ça permettait de montrer aux enfants le cycle du linge. Les enfants, le linge pour eux, avant cet épisode camping-car, mon linge sale, je le mets dans une corbeille et je retrouverai mon linge quelques jours plus tard, propre, plié dans mon armoire. On a pu comprendre et on a pu vraiment montrer aux enfants l'importance du linge, ce qu'il représentait en termes de temps, d'argent, d'énergie. Le camping-car pendant 1 mois, c'était beaucoup de conduite. On changeait d'endroit donc déjà tous les jours, toutes les nuits. On allait dormir dans un nouvel endroit. Chance, on tombe sur des super bons endroits, camping-car. Là, c'en est un très joli. Ça, c'est aussi la grosse aventure de savoir où on allait dormir. Florian avait décidé d'acheter un hotspot, du coup on avait l'internet partout, ce qui nous a vraiment sauvé la vie. On a trouvé ce site quelques mois avant de partir en voyage. On s'est dit que ça serait vraiment utile pour pouvoir justement avoir ces informations au jour le jour. Et avoir internet au quotidien, honnêtement, ça nous a énormément aidé. Il n'y a pas eu de mauvaise surprise. Ce qu'on voulait faire, c'était trouver des choses vraiment en se débrouillant, en essayant d'être le plus proche possible de la nature. Donc beaucoup de voitures, parfois c'était même 5 heures de route par jour et c'est vrai que ça peut être long pour les enfants. Dans tous les cas, on essayait toujours de faire un peu d'école à la maison à ce moment-là. Eux, ils étaient assis autour de la table, donc dans leur siège auto en sécurité. Donc on les occupait avec du coloriage, un peu de lecture, on faisait du homeschooling, donc j'étais avec eux, on faisait des exercices. On regardait les paysages, on s'arrêtait quand même régulièrement dans des aires de jeu pour qu'ils se défoulent un peu, ils aient de l'air frais, voilà, qu'on parle un peu à des gens, qu'ils voient des amis, des enfants, parce que ça leur a un peu manqué le côté social. Alors je crois que les enfants, ils ont pu tester au moins une 30aine de jeux, de parcs. Dans l'ouest des États-Unis, on a vu des parcs incroyables, des parcs classiques. Et puis surtout, c'était une nécessité pour nous de nous arrêter au moins une fois par jour pour que les enfants, pendant au moins 1 heure, ils puissent avoir leur moment. Alors parfois, là on joue à cache-cache. Je ne sais pas si je vais réussir à utiliser mes jambes après cette session. On a eu quelques plaintes dès quand est-ce qu'on arrive, c'est long forcément, mais vraiment sans plus. Du challenge de trouver un endroit où dormir le soir, que c'était souvent des surprises. La meilleure surprise, c'était là où il y avait les hot springs, quoi. C'était malade. Les premières conduites, l'acclimatation avec le camping-car et tout ça c'est un peu surprenant parce que du coup on est dans le camping-car à l'arrêt et c'est génial, mais dès qu'on se met en mouvement, on se rend compte qu'il y a tout qui bouge. Il y a tout qui bouge. Les placards, les assiettes, voilà. Il y a un moment même où on a oublié de mettre la sécurité sur le frigidaire, ce qui fait que la porte s'est ouverte. Fermer un frigo, fermer le frigo. Des détails pouvaient vraiment faire la différence. Le frigidaire, en fait, tout l'intérieur s'est renversé, donc il y avait la bouteille de lait qui s'est ouverte, il y avait du lait partout. Ça, c'était... une étagère est tombée et s'est explosée par terre, il y avait du verre partout. Voilà, donc après, à chaque fois qu'on démarrait, on disait « le frigidaire est bien fermé ». Le lendemain ou quelque chose comme ça, s'est fait arrêter par un policier qui lui disait gentiment de rouler entre les 2 lignes et pas zigzaguer un peu. Et pareil pour le chauffage la nuit, il y a des moments, il y a plusieurs nuits qu'on a passées où il faisait jusqu'à -5. Et sans chauffage, je me souviens qu'on mettait une alarme la nuit pour allumer le chauffage
1 heure, 2 heures pour ensuite remettre une alarme pour éteindre le chauffage. Et parce que ce générateur était directement lié à la batterie. Donc si on l'utilisait trop longtemps, plus de batterie. Si le chauffage, on oubliait de le couper pendant la nuit, plus de batterie, on ne pouvait pas redémarrer. Au milieu de nulle part, alors parce qu'en fait pour faire les vidanges et se réapprovisionner en eau, c'était pas toujours évident. Donc c'était assez régulier, je pense qu'on le faisait tous les 2-3 jours. Et 3 jours, normalement, il n'y avait plus qu'une barre sur 5. Et là, c'était un peu la panique. On ne savait pas trop combien il nous restait d'eau, parce qu'on ne l'a jamais trop su finalement. On passait de 5 bars à 3 bars au bout d'une douche. Donc, les moments où je ne voulais pas me retrouver avec du shampoing sur la tête au milieu de ma douche et plus d'eau, là, je me lavais la tête dans le lavabo. Comme ça, au pire, on pouvait se rincer les cheveux avec des bouteilles d'eau qu'on avait ou des choses comme ça. Dormir, il faut s'assurer que le camping-car soit toujours plat. En fait, c'est stupide, on n'y pense pas, mais on ne peut pas dormir la tête en bas, la tête penchée. Il faut toujours essayer d'être à plat. Il y avait Lauriane, Mathis et moi d'un côté, Charlie et Lily Rose de l'autre côté, au-dessus du poste de pilotage. Les 2 moments de frayeur que j'en garde, c'est... Là, on a dû traverser des montagnes quand on est allé au parc Grand Teton avant Yellowstone. Donc il fallait traverser quand même, il fallait monter au sommet pour redescendre. On l'a fait 2 fois, il me semble. On a atteint des moments où il y avait de la neige. Donc pas de pneus neige, pas de sécurité. On s'est demandé si on allait faire demi-tour. Soit on passe pas la montagne, on redescend. Ce qui était techniquement possible, je pouvais faire un demi-tour, même si en montagne c'était quand même assez compliqué avec un 23 pieds. On risquait énormément d'endommager le système hydraulique du camping-car. Quand on atteignait des températures négatives par rapport au gel des tuyaux du camping-car, là c'était un peu stressant. On signe quelque chose en disant « je ne mets pas d'antigel ». Mais s'il se passe quelque chose avec les tuyaux, bouche, évier, etc., s'ils cassent à cause du froid, eh bien je serai responsable de toutes les réparations. On ne va pas mettre d'antigel, on a envie de bénéficier de l'eau pendant notre voyage. Ou alors, on continuait, et honnêtement j'étais assez confiant parce que j'avais quand même vécu 12 ans au Canada, et notamment 6 ans à Halifax, où on sait conduire avec la neige. Alors on sait conduire avec la neige avec une petite voiture, Bumbo. Là c'était Roméo que j'avais en main, et j'étais confiant. Aussi la route pour aller dans le nord du Utah pour rejoindre Salt Lake City. Le vent était tellement puissant que... Boîte vide qui fait qu'elle est trop légère pour les vents violents. Florian, il tenait le volant, mais super crispé et tout. Il fallait pas lâcher le volant, sinon on se retrouve dans le décor. Les routes sont rapides, il y a plusieurs voies. Et des camions, des camions, des camions, des camions. Et dès qu'on croisait un camion, ça faisait un appel d'air. Il se mettait vraiment, littéralement, on sentait que le camping-car, il prenait toutes les rafales. Et ça a duré plusieurs heures. On a serré les fesses, et c'est passé. Et Florian a super bien géré. Prendre sa douche sur le parking du Walmart. Ça, c'est incroyable, en fait. De pouvoir se laver sur un parking au milieu d'autres voitures et de se laver dans des endroits où il y a des gens autour et où il y a la vie, les gens vont faire leurs courses, ils n'ont aucune idée de ce qui se passe chez toi. Tu fermes les fenêtres, tu te changes, tu te déshabilles, tu vas aux toilettes, c'est très personnel et en même temps on est au milieu de tout le monde, quoi. Tous les 2 ou 3 jours, on faisait un arrêt pour d'abord vider les eaux usées, les eaux grises et les eaux noires. Ça, les enfants, ils ont pris cet exercice avec sérieux, ils ont adoré le faire. C'était encore une fois un bon outil pédagogique. What you're doing? Puis évidemment, il fallait se réapprovisionner en eau, de l'eau fraîche, non potable. On ne buvait pas cette eau en général, c'était simplement pour la douche, pour la vaisselle. C'est pas quelques dizaines de litres d'eau fraîche qu'on pouvait utiliser à la fois. Et du coup, ça réduisait vraiment tout au minimum, vraiment. Ce qui était un bon exercice. Ça, c'est les pastilles. Il y a la pastille dedans.
Liquéfier quoi? Le caca. Le caca, Charlie, il a Oh, raison. il y a le caca. Cette expérience de 30 jours, ça a été une expérience de vie vraiment à la fois touristique. On a vécu des choses incroyables. Je vous invite à regarder la vidéo que nous avons consacrée à cet épisode, les parcs américains qu'on a adoré notamment visiter. Et de l'autre côté, il y avait cet exercice de vie, en fait, grandeur nature, un exercice de sobriété où on était face à nous-mêmes, face à notre propre consommation, et ça nous a beaucoup apporté. C'était notre maison, donc c'était important de le personnaliser un petit peu et de l'inclure dans notre famille. On a décidé de nommer nos camping-cars parce que pour nous, il allait faire partie de notre vie pendant un mois. Roméo, c'est les enfants qui ont choisi, je pense. Comme on avait nommé notre voiture avant, qui s'appelait Bombo, on a nommé le camping-car. Voilà, le voyage se termine ici. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions sur ce voyage ou sur notre expérience en camping-car, n'hésitez pas. On sera super content de vous répondre. Si vous avez des témoignages également avec vos expériences en camping-car, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Dans les prochaines vidéos, on va vous parler de notre choix de retour en France, de nous installer en Bretagne, de nos nouveaux modes de transport et évidemment, de notre projet nature qu'on a hâte de vous présenter. D'ici là, portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt. Ciao. Il est là. Là. Tous les camping-cars ne voient pas du pays comme toi. Voilà, on te dit à bientôt et merci.